taxe illégale pour la Côte d'Ivoire. Maître Jean-François Zoukoua, conseil juridique, directeur. Pour une séance utile et afin de tenir dans le temps, je vous invite à mettre vos téléphones sous silence. Pour les participants en ligne, merci de bien vouloir couper vos micros et vos caméras tout au long de la présentation. Vous pourrez ensuite poser toutes les questions. Nous sommes là pour vous. Ceci étant dit, voici le déroulé de notre présentation. Nous commencerons par un mot introductif de... On va demander à la régie de faire passer la présentation. C'est bon, merci. Nous commencerons par un mot introductif de M. Damien Jacquard, Managing Partner, et de Maître Ursula Dutosier. Nous poursuivrons avec un échange enrichissant sur le thème État des lieux et enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ensuite, nous ferons une analyse comparative des ressources du budget de l'État sur les 3 dernières années. Les dispositions de l'annexe fiscale vous seront ensuite commentées en détail avec leurs implications pratiques. Nous aurons par la suite une session de questions-réponses et nous conclurons par un mot de fin de Maître Ursula Dutosier. Sans plus attendre, je laisse la parole à Damien Jacquard et Ursula Dutosier. Merci à toi. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Honorable Adama Coulibaly, représentant du président de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, Monsieur Sylvestre Mbra, sous-directeur de la coopération fiscale internationale, représentant du directeur général des impôts, à tous les participants en ligne. Je suis très heureux de vous accueillir au sein de notre greenhouse en présence de nos associés et de nos équipes de loi de Côte d'Ivoire. Je remercie notre associée Ursula Dutosier et toute son équipe de notre département Tax et Legal pour avoir organisé cet événement Annexe fiscale 2025. En tant que leader mondial des services professionnels, Deloitte s'engage à un impact durable, tant à l'échelle mondiale qu'en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, aux côtés des secteurs publics et privés. Notre mission est de fournir un accompagnement de proximité et sur mesure parfaitement adapté aux enjeux locaux. Cet engagement se manifeste par divers piliers, dont notre volonté d'informer les dirigeants et décideurs sur les actualités juridiques et fiscales, les obligations existantes et les modifications légales applicables. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue chez Deloitte et je cède la parole à Ursula en espérant que cette présentation vous sera très utile. Merci beaucoup, Damien. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Dans cette optique, donc, depuis plusieurs années, Deloitte Côte d'Ivoire organise une présentation des dispositions de l'annexe fiscale à la loi de finances. Et pour 2025, l'annexe fiscale, je vais y arriver, donc, a été promulguée le 18 décembre 2024. Donc, elle introduit plusieurs nouvelles mesures qui sont effectives depuis le vendredi 10 janvier. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des réformes économiques visant à optimiser la mobilisation des recettes fiscales et douanières sur la période 2024-2028. En parallèle, certaines mesures sociales ont été adoptées pour protéger le pouvoir d'achat des ménages à faible revenu, des PME, et puis également pour procéder à des ajustements techniques. Avec l'aide de notre expert, donc, qui est commissaire, expert en criminalité, nous aurons l'occasion d'aborder la récente inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI. Nous espérons que nos présentations, enrichies par les contributions de nos experts et officiels invités, apporteront des réponses aux questions soulevées par les nouvelles mesures. Mesdames et messieurs, chers participants, Deloitte Côte d'Ivoire, en mon nom, vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne séance jeudi. Merci.
Merci Ursula, merci Damien. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec un échange sur un thème d'actualité qui vous sera présenté par mon collègue Jean-Denis Boussou, manager expert en fiscalité des transactions, et notre invité, pas des moindres. Jean-Denis, je t'invite. Alors, bonjour mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour aborder un sujet qui suscite de nombreuses interrogations. Il s'agit de l'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI. Cette situation interpelle les acteurs économiques. Cette situation interpelle les acteurs économiques tant nationaux qu'internationaux, car ceux-ci s'interrogent sur la conformité de notre système financier, mais surtout sur notre capacité à lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme. Ces interrogations sont nombreuses. Quels sont les impacts réels de cette inscription? Quels ajustements sont-ils nécessaires pour en sortir? Et surtout, sous quel délai? Alors, pour y répondre, nous avons l'honneur de recevoir un expert en criminalité économique et financière, doté de plus de 18 années d'investigation en criminalité financière. Notre invité est particulièrement outillé pour nous parler des aspects pratiques de ce sujet. Alors, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir ovationner M. Atsé Dodo, notre invité. Merci beaucoup, Monsieur Bossou. Si vous peut se tutoyer, ça va aller plus C'est vite. comme vous voulez. Voilà. Et donc, je travaille sur la criminalité économique et financière depuis presque 20 ans. Je suis expert évaluateur du GIABA. Je suis également expert formateur au NUDC. Alors, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette affaire de liste grise. C'est bien ça? Vous me volez le mot. D'accord. Alors, ce que je vais dire, c'est que d'abord, il faut qu'on parte, du sommet. Alors, au sommet, nous avons le GAFI, qui est le groupe d'action financière, qui a été créé en 1989 par le G7, le groupe des pays les plus industrialisés. Et donc, actuellement, le GAFI compte 40 membres et il y a des membres associés. Les membres associés, ce sont les organisations régionales de type GAFI, telles que le GIABA, le GAFI-MOA et autres. Voilà. Et donc, le GAFI édicte des recommandations. Il y en a 40. Et donc, le GAFI évalue les pays relativement à ces recommandations-là. Parce que chaque pays est chargé de faire en sorte d'intégrer ces recommandations dans son dispositif juridique et institutionnel. Et donc, l'évaluation qui est faite va concerner et la conformité et l'efficacité. Alors, vous comprenez bien, à l'issue, il y a un rapport d'évaluation mutuelle qui est fait. Voilà. Maintenant, ça dépend de votre notation. Soit vous êtes bien noté, auquel cas c'est votre organisation régionale de type GAFI, ici dans la sous-région, c'est le GIABA qui vous suit. Et donc, vous devez faire des rapports peut-être chaque 6 mois. Maintenant, si vos résultats ne sont pas bons, il y a le processus qu'on appelle le processus de l'ICRG. Voilà, c'est l'International Cooperation Review Group, le groupe d'examen de la coopération internationale. Voilà, et donc, pour le cas de la Côte d'Ivoire, notre rapport d'évaluation mutuelle, je peux? Vous pouvez rapprocher le micro. Ah, d'accord. Merci. Pour notre pays, notre rapport d'évaluation mutuelle a été publié en juin 2023. Alors, vu les notations que nous avons eues, aussi bien pour la conformité technique que pour l'efficacité, nous avons été placés sous ICRG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
votre dispositif ne remplit pas pleinement les recommandations du GAFI. Donc, on vous adresse des actions recommandées. Et vous avez une période d'une année pour les adresser, pour les remonter. Et donc, nous, de juin 2023 à juin 2024, donc, la Côte d'Ivoire se devait donc de remonter ces actions recommandées, qui étaient au nombre de 96 ou 98. C'était vraiment énorme. Mais la Côte d'Ivoire a beaucoup travaillé. Et donc, à l'issue de la fin de la période d'une année, le groupe conjoint, qui est l'une des composantes de la structure du GAFI, et donc le groupe conjoint Afrique, donc, qui nous concerne, a estimé que la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts, mais qu'il reste encore ce qu'ils appellent des défaillances stratégiques. Voilà. On a lutté, on a beaucoup travaillé. Avouons, on a beaucoup travaillé. De sorte que des 98 actions recommandées, il ne nous en reste que 14 qui figurent dans notre plan d'action. Voilà. Et donc, dans le processus, le groupe conjoint se réunit chaque 4 mois. Donc, dans l'année, il y a 3 rencontres. Au cours de ces rencontres, la Côte d'Ivoire va faire le point de ces avancées. Voilà. Pour juste terminer, en général, les pays font entre 2 à 3 ans pour sortir donc, de la liste grise, mais il y a des pays tels que l'île Maurice ou le Maroc qui en ont fait moins, voire un an et demi. Donc peut-être que la Côte d'Ivoire fera encore moins. Voilà. Nous avons des fondamentaux solides pour ça. Le pays est stable, les institutions sont stables et il y a une volonté affichée du président de la République qui est un pur produit du FMI, vous le savez. Donc, il suit ça de près et c'est la primature qui pilote la réalisation de ce plan d'action. C'est ce que je peux dire d'entrée. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais bien savoir les principales insuffisances qui ont justement motivé notre inscription sur cette liste-là. Bon, en fait, quelques-unes. Quelques-unes. En fait, alors, je peux les résumer autour de 6. La première, c'est que on estime que nous ne faisons pas beaucoup recours à la coopération internationale pour tout ce qui concerne les enquêtes et poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Donc, il faut qu'on regarde ça. Ensuite, on estime que la surveillance qui est organisée et qui concerne les institutions financières et les EPNFD, on trouve que ce n'est pas suffisamment fondé sur les risques. Voilà, et donc il faut qu'on améliore ça. Ensuite, également, on doit améliorer ce qu'on appelle l'accès aux informations de base et la vérification de ces informations-là et sur la propriété des personnes morales. Vous savez, cette affaire des bénéficiaires effectifs. Ensuite, on estime que le renseignement financier n'est pas suffisamment utilisé dans les enquêtes. Et puis, il faut qu'on améliore aussi la diffusion de la CENTIF, parce que vous savez que la CENTIF fait l'analyse opérationnelle et stratégique. Et donc, il faut une amélioration aussi de cette diffusion-là. Et puis, on a estimé que notre cadre des sanctions financières ciblées, les sanctions financières ciblées, c'est des sanctions qui découlent des résolutions 1267 et 1373 des Nations Unies et qui concernent en général les talibans, l'État islamique, Al-Qaïda et autres. Et donc, en application de ces résolutions, il y a les listes onusiennes et les listes nationales. Donc, on estime que le cadre de la mise en œuvre de ces sanctions financières ciblées-là doit être amélioré. Voilà. Donc, voici un résumé des 14 points qui nous concernent. Alors, Philippe, à t'entendre, on a l'impression que ces mesures-là concernent que l'État ivoirien, les institutions financières ou encore certaines professions réglementées telles que les experts comptables, notaires et autres. Mais je voudrais bien savoir quel est l'impact réel de cette mesure-là sur la population lambda. D'autant plus qu'en fin d'année dernière, il y a un cas qui a attiré l'attention des Ivoiriens. Il s'agit du cas du célèbre influenceur Apouchou National qu'on a, à tort ou à raison, attribué à l'inscription, comme conséquence de l'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI.
Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là? OK. Et bon, ce que je peux dire, c'est que dans le plan d'action, il est clair, il a été clairement indiqué que la Côte d'Ivoire doit améliorer de façon soutenue ces enquêtes et poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en fonction du profil risque du pays. Donc, il est clair qu'au sortir de cette étape où nous sommes sur la route grise, il faut qu'on montre notre engagement clair vis-à-vis du GAFI pour dire que l'État de Côte d'Ivoire matérialise son engagement. Et donc, c'est pour ça que automatiquement, tout a été mis en œuvre pour que des enquêtes soient menées et des poursuites ont été enclenchées. Voilà, je peux dire que ça montre la réactivité du pays, ça montre que les autorités et tout le monde est impliqué dedans. Voilà, et ça sera comme ça désormais. Ça veut dire que désormais, nous devons tous faire attention et veiller à ne pas se mettre en porte-à-faux avec les dispositions de lutte contre le blanchiment des capitaux. Oui, bien sûr. Ce que je vais dire, c'est qu'au niveau des entreprises, alors, il est important que les entreprises sachent. L'ordonnance de 2023 en matière de LBCFT indique clairement les assujettis. Alors, il faut que les entreprises lisent la loi pour savoir si elles sont assujetties ou pas. Si vous êtes assujetti, il y a des obligations qui vous incombent. Voilà, vous devez prendre des mesures de vigilance vis-à-vis de la clientèle, ce qu'on appelle les mesures préventives. Vous devez évaluer, comprendre vos risques de blanchiment. Enfin, il y a un tas de choses. Maintenant, les entreprises qui ne sont pas assujetties, alors il faut faire en sorte de ne pas se retrouver dans un cas de blanchiment de capitaux. Sinon, vous ferez l'objet de poursuites et des sanctions pénales et de confiscation et autres vont s'appliquer. Voilà. Je comprends qu'il est important de savoir si nous sommes assujettis ou non. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a deux catégories d'assujettis. Alors, il y a les institutions financières, dans le jargon, on parle d'IF, et il y a ce qu'on appelle les EPNFD, voilà, entreprises et professions non financières désignées. Les institutions financières, en général, on les connaît, les banques, établissements financiers, établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés. Maintenant, les EPNFD, ce sont les plus nombreux. Voilà, en général, eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont assujettis. Alors, on a par exemple ceux qui vendent les véhicules neufs, ceux qui vendent même les véhicules d'occasion. On a les négociants, pierre, métaux précieux, on a les comptables, on a tout ce monde, les avocats, les notaires, on a tout ce monde-là. Donc, il faut qu'ils sachent qu'ils sont assujettis et qu'ils sachent les obligations qui leur incombent. Et l'une des obligations centrales qui leur incombent, c'est de faire des déclarations de soupçons lorsqu'ils sont face à un client et qu'ils perçoivent des signes de blanchiment d'argent. Ils font la déclaration de soupçons à la CENTIF. Maintenant, la déclaration se fait en ligne. Voilà. Ils n'auront pas besoin de se déplacer. L'État met tout en œuvre pour faciliter la lutte. Merci beaucoup, Philippe. Je crois que nous avons quelques secondes devant nous. Si jamais quelqu'un dans le public aurait une éventuelle question à poser à notre expert invité. OK. Est-ce qu'on pourrait lui remettre un micro, s'il vous plaît? Merci. Bonjour à tous. Je suis Miss Indian, responsable comptable des sociétés APM Terminal, APMT Trucking et APMT Stevedoring. Je vous remercie pour votre présentation. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire est passée de, je dirais, plus de 80 points ouverts au niveau des contrôles à 14 aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est censé être une amélioration? Donc, pourquoi passer de ce transfert-là, on rentre dans la zone grise? Je dirais, d'où venons-nous? Est-ce qu'on était dans une zone rouge et nous sommes passés à une zone grise? Ou est-ce qu'on était, je dirais, correct au niveau de l'institution et à cause de certaines mesures qu'on ne respectait pas, on est rentré dans la zone grise?
J'aimerais un peu avoir la genèse. D'accord. Merci, madame. Je vais résumer rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite de la publication de notre rapport d'évaluation mutuelle en juin 2023, alors il est ressorti qu'au plan, par exemple, de l'efficacité, nous avons été notés modérés sur seulement 2 résultats immédiats sur les 11. Donc, on a 9 résultats immédiats sur lesquels on a été notés faibles. Au niveau de la conformité également, on a environ une vingtaine de recommandations sur lesquelles on était noté partiellement conforme. Vous voyez? Et donc, la période d'une année de l'ICRG, de juin 2023 à juin 2024, on vous dit, en fonction de votre rapport d'évaluation mutuelle, voici l'ensemble de vos défaillances. Donc, on a autour de 90 et quelques. Maintenant, vous avez une année pour, on dira, pour remonter tout ça. Vous voyez? Donc, la Côte d'Ivoire a accompli beaucoup de choses. Au plan juridique, par exemple, on a modifié la loi sur le blanchiment avec l'ordonnance de 2023 en matière de financement du terrorisme et même du terrorisme. On a modifié la loi, on a modifié le code de procédure pénale, on a modifié même le code pénal. On a rendu opérationnel l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. On a fait beaucoup de choses. On a rédigé même des rapports de typologie sur les infractions les plus à risque, telles que la corruption, la cybercriminalité, les crimes environnementaux. On a fait beaucoup. Mais le groupe conjoint a estimé qu'il subsiste encore ce qu'on appelle des défaillances stratégiques. Vous comprenez? Voilà, c'est vrai que, pour ne rien vous cacher, tous les pays de la sous-région regardaient le cas Côte d'Ivoire pour savoir si la Côte d'Ivoire allait passer en classe supérieure ou pas, si je peux caricaturer. Mais ce que je tiens à dire, c'est que la Côte d'Ivoire a certes glissé, mais n'est pas tombée. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a glissé, mais n'est pas tombée du tout. Parce qu'on est solide et puis le plan d'action, les points sur lesquels ça porte, dès le retour, dès que nous sommes revenus de Bruxelles, automatiquement, par exemple, sur les sanctions financières ciblées, automatiquement, on a modifié le décret qui portant mise en œuvre des sanctions financières ciblées. On a modifié également l'arrêté interministériel. Et depuis quelque temps, les formations se font un peu partout. Même le registre des bénéficiaires effectifs est lancé. Mais c'est dynamique au niveau de la DACP, ministère de la Justice, qui s'occupe du point de la coopération internationale. Mais des séminaires sont en train d'être faits, mais des guides sont en train d'être, voilà, des lignes directrices, tout ça. Mais c'est dynamique, madame. Voilà, donc le groupe conjoint est indépendant. Vous voyez, ils peuvent estimer que vous avez beaucoup travaillé, voilà, mais ils estiment qu'il y a quelques défaillances stratégiques qui subsistent. Donc, c'est pour ça qu'on vous met sur liste grise. Mais sachez qu'en dehors de la liste grise, il y a la liste noire qui est encore plus grave. Voilà, la liste grise, quand on est dessus, ben, je veux dire, le GAFI n'appelle pas à des sanctions et le GAFI n'appelle pas à des mesures de vigilance accrue. Donc, ce n'est pas dramatique du tout. Mais le Sénégal vient d'en sortir. Voilà. Le Mali, le Burkina, ils sont tous dans la liste grise. Voilà, donc ce n'est pas dramatique. Et la Côte d'Ivoire, quand même, fait 40% du PIB de l'UEMOA, quand même. Voilà, avec une croissance économique entre 6 et 7%. Mais donc, on a la capacité de juguler ça rapidement. Voilà. Merci. La dernière question est pour moi. Corrigez-moi si je me trompe. Les infractions fiscales et douanières sont considérées désormais comme des infractions sous-jacentes du blanchiment des capitaux. Est-ce que vous pouvez, en 30 secondes, nous en parler un petit peu avant de conclure? D'accord. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que quand le GAFI modifie ses recommandations, tous les autres pays doivent adapter leur législation. Il est vrai que nous, les pays, je ne dirais pas sous-développés, mais les pays du Sud, le budget est un problème fondamental pour nous. Et donc, la politique, pendant très longtemps, a consisté dans ces cas-là à faire en sorte que les fonds soient recouvrés dans le cadre de la fraude fiscale. Mais nous sommes obligés de nous aligner. Et donc, c'est pour ça que la fraude fiscale et la fraude douanière sont des infractions sous-jacentes au blanchiment. Donc, du coup,
Si vous êtes poursuivi pour fraude fiscale, attendez-vous à ce qu'une procédure de blanchiment de capitaux soit enclenchée et que vous soyez mis aux arrêts ou bien confisqué. Tout ça, il faut s'y attendre. Voilà. Merci beaucoup, voilà qui est clair. Alors, Philippe, je te remercie pour cette instructive intervention. Je t'en prie. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir nous accorder environ 30 petites secondes pour un petit réaménagement de la scène. Mais parallèlement, je vous prie de bien vouloir ovationner notre invité du jour, monsieur Merci Philippe Hatzé. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tax and Legal. Deloitte Juridique et Fiscale se fixe l'objectif de mettre le meilleur du droit et du conseil au service de la croissance et de la compétitivité des entreprises et met à disposition de nos clients et des marchés notre expérience avérée en matière de stratégie fiscale et juridique afin de répondre à leurs objectifs de rentabilité et de sécurité. Nous exerçons un métier. Ces échanges nous ont permis de mieux cerner les implications stratégiques de 50 personnes. Alors, nous passons maintenant à l'analyse comparative des performances des ressources financières fiscales. Ce point vous sera présenté par Ursula Dutosi. Merci beaucoup, Audrey. Madame, Monsieur, on ne vous a pas dit, mais très, très bonne année 2025. On ne l'a pas fait. Et voilà, beaucoup de bonnes choses et surtout beaucoup de contrats avec Deloitte, on espère. Encore merci à Monsieur Hatzé pour sa grande disponibilité et également à Jean-Denis qui a conduit de mettre cette présentation et qui a tenu à vous offrir un contenu de qualité. Chaque année chez Deloitte, avant de commenter les dispositions fiscales de l'annexe, on vous présente une analyse comparative du budget de l'État pour que vous puissiez voir une appréciation ou avoir une appréciation claire de la contribution de chaque impôt. On attend que la régie se décide à passer la slide. Bien. Alors, en 2025, on constate que les recettes fiscales et douanières ont progressé, donc pour atteindre un pourcentage d'environ 50%, donc 48,16, c'est énorme, mais ça se justifie parce que, comme vous le savez, nous sommes en année électorale. Et de façon générale, les recettes fiscales et douanières progressent en moyenne de 2,5 chaque année. Donc, vous voyez, depuis 2022 jusqu'à ce jour, la part des recettes douanières dans le budget de l'État, dans les ressources totales de l'État, représente approximativement 18%, contre 30% pour les recettes fiscales. C'est ce que nous avons traduit justement dans ce schéma. Ensuite, en termes de contribution des impôts aux recettes, à la première place, on voit que les recettes douanières, donc tout ce qui est importation, exportation, occupe la première place. Ensuite, on a les impôts sur les revenus avec une contribution d'environ 27%, oui, 27,3%. Et enfin, on a les impôts et taxes intérieures sur les biens et services avec environ 23,5%. L'impôt foncier est l'impôt qui contribue le moins aux recettes de l'État. Vous voyez qu'il constitue 0,7% dans le budget de l'État et vous allez voir que vous pouvez déjà voir chaque année, il y a des mesures dans l'annexe fiscale, dans les différentes annexes fiscales qui viennent modifier l'impôt foncier. On ne va pas y déroger encore cette année. Donc ça, c'est l'évolution. Ça traduit un peu ce que je viens de dire. On passe rapidement parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, on a interrogé environ 100 personnes. On a fait un sondage pour savoir si les contribuables étaient satisfaits de l'annexe fiscale 2024. Et a priori, oui. J'imagine que vous avez tous répondu à ce sondage-là. Donc, globalement, les personnes interrogées sont satisfaites de l'annexe fiscale 2024. Alors, pour 2025, nous avons 42 nouvelles mesures.
45% de mesures de rationalisation et tout ce qui est mesures techniques, 26% de mesures qui viennent augmenter les recettes fiscales, 16% de mesures de soutien aux entreprises, donc en faveur des entreprises. Et puis, on a 11 autres mesures que nous allons avoir le plaisir de vous présenter. Et justement, nous allons mettre les pieds dans le plat et passer à la présentation des principales mesures. Je serai accompagnée par mon collègue et directeur Jean-François Zoukoua. Nous avons résumé en 4 parties les mesures de l'annexe fiscale. Il faut dire que nous sommes, comme je le disais tantôt, dans une année charnière avec les élections présidentielles au mois d'octobre et les projets structurants de l'État qui mobilisent suffisamment de recettes. Et puis, il faut dire que contrairement à ce qu'on vit sur le terrain, la Côte d'Ivoire a l'un des taux de pression fiscale les plus faibles de la zone UEMOA. Donc, ça ne se voit pas, mais je vous confirme. Pourquoi ça ne se voit pas? J'entends des personnes qui rient dans le public, tout simplement parce que le secteur formel est beaucoup plus taxé que l'informel. Vous allez voir, chaque année, on a des retenues à la source qui sont mises en place parce que le législateur veut pouvoir percevoir le juste impôt et pouvoir créer une solidarité de responsabilité entre le secteur formel qui est connu et le secteur informel qui n'est pas connu. Alors, ceci dit, je vais commencer la présentation par les mesures qui ont été prises en faveur des entreprises pour vous donner le sourire, parce qu'après, ce n'est pas garanti. Et les choses vont un peu plus se corser par la suite. Donc, mesures en faveur des entreprises, on en a recensé 7. Il faut dire que ce sont les mesures majeures. Donc, on ne va pas venir, on sait que vous avez un temps très précieux, on ne va pas vous perdre votre temps. On va présenter les principales mesures et après, on reste disponible si vous avez des interrogations. Donc, la première mesure concerne la TVA. On sait qu'on aime ici en Côte d'Ivoire la viande fumée, les abats, la viande salée, mais ces produits-là n'étaient pas exonérés de TVA. Donc, ça revenait, c'était très lourd pour les populations. Le législateur, pour l'annexe fiscale 2025, a décidé d'exonérer la viande, les abats fumés, donc salés, congelés, les produits de première nécessité, donc le sel alimentaire, la levure vivante qui nous permet d'avoir du bon pain. On sait qu'on dans un pays maghrébin, je pense que c'est la Tunisie, donc ça a été très problématique pour les pouvoirs publics, le fait de ne pas avoir du bon pain. Donc la levure vivante, les fruits alimentaires, la banane, l'orange qui est produit en Côte d'Ivoire, tout ça est désormais considéré comme produit de première nécessité exonéré de TVA. Le carburant qui était affecté aux véhicules de transport public de personnes et de marchandises ne donnait pas lieu à déduction de la TVA. Donc, ça a été corrigé et maintenant, vous avez la possibilité de déduire la TVA sur le carburant qui est affecté aux véhicules de transport de personnes et de marchandises. Ensuite, il y a une exonération qui est applicable au programme immobilier. Donc, c'est une exonération qui existe, mais elle était conditionnée parce qu'il fallait que le programme immobilier respecte les seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction. Donc, désormais, on nous dit que ces programmes immobiliers-là font l'objet d'exonération de TVA par voie d'attestation. Donc, les programmes concernés, ce sont les programmes de construction de logements sociaux et les grands investissements dans le secteur de l'habitat. La deuxième mesure, c'est la TVA sur le gaz butane. Les prestations de transport du gaz butane ne donnaient pas lieu à exonération, alors que le gaz butane en lui-même était exonéré. Et en TVA, malheureusement, pour que ça ait des effets sur les populations et même sur les contribuables, il faut que la chaîne d'exonération ne soit pas rompue, sinon ça n'a pas de sens. Donc, le législateur est venu décider en 2025 d'exonérer de la TVA, de procéder à l'exonération de la TVA donc, sur les opérations de transport du gaz butane à usage domestique. Donc, on va voir en principe
ça doit baisser en principe. Et puis également réduire les charges des sociétés de distribution de gaz. Il faut dire que le fait d'appliquer la TVA justement sur les transports, ça menaçait la viabilité des opérateurs économiques qui exercent dans ce secteur. La troisième mesure que nous allons aborder concerne l'aménagement des dispositions du Code général des impôts relatives aux retenues à la source des impôts sur les bénéfices. Le secteur informel constitue environ 49% du PIB. Je le disais tantôt, très peu fiscalisé. Et je le disais, il y a de plus en plus de retenues à la source qui sont mises en place par l'administration ivoirienne. Auparavant, les personnes qui relevaient du secteur informel, donc les personnes à la taxe d'entreprise, à l'impôt aux micro-entreprises, payaient à la fois la retenue à la source de 7,5% sur les sommes mises en paiement au profit des activités commerciales ou libérales, mais également la retenue à la source de 2% sur les paiements faits aux contribuables relevant d'un régime forfaitaire. Donc, on leur prélevait ces retenues-là à la source. Ça faisait une cascade de retenues et c'était assez lourd pour ces contribuables-là. Donc, l'État vient corriger les choses et dispose que désormais, la retenue de 2% s'applique uniquement aux contribuables du régime forfaitaire. Donc, ça permet de réduire la charge fiscale, d'encourager les entreprises à se formaliser. Et puis également, comme conséquence, il y a une baisse des recettes fiscales. Mais il faut s'attendre à un autre mot de l'administration à ce sujet-là. L'autre mesure que nous allons aborder concerne l'allègement des conditions requises pour bénéficier des dispositions du Code général des impôts relatives à la réduction d'impôts cédulaires pour réinvestissement de bénéfices en Côte d'Ivoire. C'est un article qui est très, très peu connu, forcément parce qu'il n'était pas très applicable. Donc, les sociétés qui réinvestissent en Côte d'Ivoire leurs bénéfices ont la possibilité de bénéficier d'une réduction en termes d'impôt sur les bénéfices. Alors, le montant de l'investissement était de 100 millions pour les sociétés autres que les PME et de 25 millions pour les PME. Mais il ne fallait pas que les investissements concernés soient financés par des emprunts. En tout cas, ces investissements-là devaient être tout autre moyen que les réinvestissements, que les prêts bancaires. Également, il y avait une obligation de fournir la preuve de l'origine des fonds investis. Concrètement, une PME qui va demander un crédit pour investir ne peut pas prétendre justement à bénéficier de la réduction d'impôt sur le BIC en vertu de cette mesure-là en 2024. C'était assez lourd pour les PME qui n'ont malheureusement pas d'autre choix que de se diriger vers les banques. Et donc, le législateur est venu suspendre cette mesure. Le bénéfice de la réduction d'impôt cédulaire est applicable aux PME qui réinvestissent 25 millions, quelle que soit la source de financement. Donc, c'est un encouragement à l'investissement et puis ça va transformer de façon structurelle l'économie ivoirienne parce que c'est dans l'une des politiques du gouvernement. La prochaine mesure que nous allons aborder concerne l'aménagement du délai de 3 ans exigé pour le reclassement des nouvelles entreprises. Avant 2015, donc, le Code général des impôts avait 3 critères pour classer les entreprises en termes de régime d'imposition. Donc, il y avait le chiffre d'affaires réalisé, la forme juridique de l'entreprise et puis également la nature de l'activité exercée. Donc, l'article 2 de l'annexe fiscale 2015 a proposé, et c'est ce qui est applicable depuis lors, de retenir uniquement le chiffre d'affaires comme référentiel pour définir le régime d'imposition des entreprises. Sauf que les entreprises nouvelles qui ont de gros yeux, parce que c'est déclaratif et c'est des estimations qui sont faites, donc ces entreprises-là estiment souvent
que le chiffre d'affaires qu'elles vont réaliser vont atteindre un certain seuil. Après, elles se rendent compte que ce n'est pas le cas à cause justement des problématiques de gestion pratique que les PME ont. Il s'avère que dans l'ancien dispositif, ces entreprises nouvelles devaient attendre 3 ans avant de changer de classement en termes de régime d'imposition. C'était très lourd parce que le régime d'imposition détermine à lui seul tous les impôts qui sont applicables à ces sociétés. Désormais, le délai de carence n'existe plus pour les entreprises nouvelles, donc elles peuvent changer de régime à partir du moment où elles se rendent compte que leur chiffre d'affaires est inférieur à ce qui est applicable au régime pour lequel elles ont opté. Donc, encore une fois, politique du gouvernement d'encourager les PME, donc il y aura une éclosion de PME fortes, de champions nationaux. Et puis le système fiscal, vous le voyez, le système fiscal ivoirien est très agile. Et donc, vous voyez bien que les choses évoluent. L'avant-dernière mesure que nous allons aborder dans les mesures en faveur des entreprises concerne la suspension de la retenue à la source sur les sommes mises en paiement par le Trésor public au profit des entreprises soumises à la taxe communale de l'entrepreneur, à la taxe d'État et à l'impôt des micro-entreprises. Il y a une retenue à la source qui est appliquée à tous ces types d'entreprises, donc la taxe d'entrepreneur, la taxe d'État, pardon, la taxe d'État d'entrepreneur, l'impôt sur les micro-entreprises. Et cette retenue-là est déductible et imputable à l'IGR, sauf que l'IGR n'est plus appliquée en Côte d'Ivoire. Donc, ces entreprises-là subissaient la retenue, mais ne pouvaient pas prétendre à leur remboursement. Parce que vous savez, le principe, c'est que ce qui rentre dans les caisses de l'État acquis ne pouvait pas être remboursé, donc ça les pénalisait. Et donc, le législateur est informé justement de cette difficulté de ces entreprises-là et est venu suspendre complètement cette retenue à la source qui s'applique dans l'optique d'avoir, parce que je sais que des travaux sont en cours sur l'IGR, dans l'optique d'avoir plus d'informations et savoir concrètement comment l'IGR va s'appliquer une fois que ça va entrer en vigueur. Et enfin, la dernière mesure en faveur des entreprises concerne la réforme des ITS applicables. Donc, l'aménagement des dispositions donc, relatives à l'impôt sur les traitements et salaires. Depuis le 1er janvier 2024, on a une nouvelle façon de taxer les impôts sur les salaires en Côte d'Ivoire. Auparavant, c'était une taxation sur les impôts cédulaires. Donc, il y avait chaque cédule d'impôt qui donnait lieu à taxation. On avait l'IS, on avait la contribution nationale et on avait l'IGR. Donc, depuis janvier 2024, il y a eu la fusion de ces différents impôts, de sorte que l'impôt sur les salaires est déterminé en multipliant le revenu qui est perçu par un taux progressif avec une réduction d'impôt pour charges familiales. On a fait une belle présentation sur le sujet, c'est encore disponible sur YouTube pour les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Sauf que dans le cadre de la réforme, il est désormais clair que l'abattement de 20% qui était fait, les comptables vont bien me comprendre, qui était fait pour le calcul des impôts, n'est plus applicable. Donc, l'impôt est calculé sur une base de 100% et non plus sur une base de 80%. Ça, c'était à la charge du salarié parce que la réforme des ITS a concerné les impôts dus par le salarié. La contribution employeur, par contre, s'est vue appliquer les 1,5 de pourcentage, donc ça pénalisait les entreprises. C'était quelque peu pénalisant et donc c'est cette correction-là qui est apportée pour confirmer le taux de la contribution à la charge des employeurs pour le personnel local qui est de 2,8 et pour le personnel expatrié qui est de 12%. Également, les dockers et les dockers transit ne payaient pas l'IGR et la CN, donc ils payaient uniquement l'IS au taux de 1,5%. Mais ils ont été pris dans la grande vague de la réforme des ITS, donc ils ont vu leurs revenus fondre comme neige au soleil parce que justement, ils se sont retrouvés dans un système qui ne leur était pas
avantageux. Toujours dans le cadre, parce que l'impôt est équitable, donc le législateur vient préciser que la réforme des ITS ne s'applique pas au Docker et au Docker Transit. Ça, c'était la dernière mesure en faveur des entreprises, les mesures de renforcement des moyens de l'État, qui est notre deuxième partie. Nous avons recensé 10 mesures. Je vais aller vite. La première mesure concerne l'aménagement des dispositions relatives à la taxe sur la publicité et la communication audiovisuelle. Les messages publicitaires qui sont diffusés dans le cadre d'activités sponsorisées ne subissaient pas la taxe sur la publicité. Et c'est ce qui a été corrigé avec cette disposition de l'annexe fiscale. Il faut rappeler que la taxe est applicable au taux de 3% et due par les régisseurs de messages publicitaires, les personnes qui en assurent la diffusion. La deuxième mesure concerne l'institution d'une retenue à la source sur les plus-values des cessions directes d'actions ou de parts sociales. L'IRVM applicable aux plus-values qui sont issues de la cession directe d'actions, la déclaration était faite par le cédant, à la charge du cédant. Le cédant, le plus souvent, c'est l'associé ou l'actionnaire et ils ne sont pas en Côte d'Ivoire où on n'arrive pas à les retracer. Donc, c'est un manque à gagner pour l'administration qui est venue instaurer une solidarité de responsabilité en 2025 entre le cédant et le cessionnaire. Donc, la déclaration des plus-values doit être faite par l'un ou par l'autre. Et également, il y a une retenue qui vient s'appliquer, ce qui n'était pas le cas, qui est de 15% sur les plus-values réalisées par le cédant. Et tout ceci, ça permet d'améliorer le rendement de l'IRVM. Notre prochaine mesure concerne le taux de prélèvement additionnel sur les jeux de hasard, de casino, de machines à sous, qui était auparavant de 5% et qui passe à 7% en 2025, avec une quote-part qui est affectée à la structure qui est chargée du service civique et de l'insertion professionnelle des jeunes. Il faut dire que le gouvernement a mis en place une politique de la seconde chance pour pouvoir permettre aux jeunes, justement, de s'insérer au mieux dans la société. Et cette quote-part-là va permettre de financer ce projet du gouvernement et d'affecter, justement, les ressources à cette fin. La quatrième mesure que nous allons aborder concerne l'aménagement des dispositions du Code général des impôts en matière d'impôt foncier. L'impôt foncier, comme je vous l'ai dit tantôt, 0,7% en termes de contribution fiscale. Donc, c'est l'impôt qui contribue le moins. L'administration fiscale a fait des corrections comme suit. L'impôt sur le revenu foncier pour les biens immobiliers bâtis et non bâtis qui sont productifs de revenus, la valeur locative est désormais établie par comparaison. L'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties non productives de revenus se base sur la valeur marchande, c'est plus sur la valeur locative, donc sur la valeur marchande qui est déterminée par une commission qui est mise en place pour définir les valeurs marchandes des biens et le taux applicable est de 0,5%. Pour les nouveaux acquéreurs de patrimoine foncier des propriétés non bâties, vous avez une exonération. Donc, nous avons une exonération temporaire de 2 ans. Et enfin, l'impôt sur le patrimoine foncier des terrains urbains nus non productifs de revenus qui était à 1,5% passe à 1%. La mesure que je vais présenter concerne la suspension des droits et taxes dans le cadre de régimes d'exonération qui sont contenus dans les conventions particulières conclues avec l'État par certaines entreprises pour l'exécution de divers projets de développement.
Alors ça, ce sont des mesures, de plus en plus, il y a une politique de rationalisation des exonérations fiscales qui est menée par le gouvernement. Et on avait vu les changements justement dans le code des investissements. Donc les entreprises qui étaient en phase d'implantation pour l'agrément à l'investissement n'ont plus la possibilité d'être exonérées des impôts et taxes. Sauf que dans les accords qui sont signés avec l'État entre une société tierce, par exemple, et l'État, ces mesures-là continuent à s'appliquer. Et je vous le disais tantôt, le législateur, il est équitable. Donc, il vient dire que désormais, l'exonération, ça n'existe plus dans ce type de convention. On parle juste de suspension temporaire des droits et taxes. Donc, la déclaration doit être faite à la Direction générale des impôts et à la Direction générale des douanes dans un délai de 60 jours à compter de la fin des investissements. Et le paiement de l'impôt doit se faire dans un délai de 24 mois, donc 2 années. Sinon, il y a un recouvrement immédiat des droits et taxes suspendus et des pénalités applicables. Et il faut aussi dire que la loi n'étant pas rétroactive, bien entendu, ça ne va pas s'appliquer sur les conventions qui ont déjà été signées avec l'État. Et c'est en principe applicable sur les conventions qui vont être signées à compter donc de l'entrée en vigueur du 10 janvier 2025, de l'entrée en vigueur de l'annexe. La mesure que nous allons aborder, mesure de renforcement des moyens de l'État, concerne l'aménagement des dispositions du Code des impôts sur le droit sur le chiffre d'affaires des exploitants des véhicules à moteur 2 ou 3 roues en matière de contribution des patentes. Je ne l'ai pas montré précédemment, mais la patente est également l'impôt, après l'impôt foncier, l'impôt qui rapporte le moins, c'est environ 0,8% dans le budget de l'État. Et on voit de plus en plus les véhicules à 2 roues donc qui nous ont bien servi pendant les fêtes. Hein. Il y avait tellement de bouchons qu'on les a bien utilisés pendant les fêtes de fin d'année. Et également les véhicules à 3 roues qu'on appelle Vaidei ou Saloni, on les voit partout dans la circulation. Donc le législateur aussi, il voit. L'administration fiscale, il voit comme nous au feu également. Et ils ont vu que c'était un commerce qui portait. Donc, on est venu appliquer, modifier le droit sur le chiffre d'affaires pour le calcul de la patente. La patente, le droit sur le chiffre d'affaires, donc le droit sur le chiffre d'affaires pour les véhicules à 2 roues passe de 20 000 francs à 30 000 francs en 2025. Et ensuite, les véhicules à 3 roues, le droit sur le chiffre d'affaires passe de 25 000 francs à 37 500. Et tout ça dans l'optique de rendre l'impôt équitable et d'augmenter les recettes fiscales. L'autre mesure que nous allons aborder concerne l'aménagement du taux de certains impôts cédulaires à la charge des personnes physiques. Donc, l'IGR a été suspendu parce que l'administration est encore en train de réfléchir sur le bon mécanisme de l'IGR, parce qu'il y avait personne qui comprenait clairement cet impôt-là. On payait déjà des impôts cédulaires, on paye l'IGR. Ça donnait beaucoup d'impôts in fine à payer sur le revenu du salarié. Et c'est un véritable manque à gagner depuis 2017 pour l'État. Comme je vous l'ai dit, année électorale, projet structurant, il faut pouvoir financer tout ça. Et donc, le législateur est venu mettre en place des modifications sur le BIC, sur l'IRVM également. Je n'ai pas abordé les questions de BIC dans ce point parce que c'est spécifique à un secteur d'activité. Donc, il y a l'IRVM qui est au taux de 17% et qui était au taux de 15%, donc qui augmente de 2 points pour les lots d'obligations, les distributions des bénéfices exonérés d'impôts sur les sociétés, les produits de toute somme imposables à l'IRVM des personnes physiques, 12% pour les dividendes qui sont versés aux personnes physiques par les sociétés cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières, 3% pour les produits et les plus-values de cession d'immeubles ou fractions d'immeubles passent à 17% contre 15% en 2024. Donc, ça va augmenter la charge des personnes physiques et ça va permettre à l'État
de récupérer un peu de sous pour sa politique de développement. L'impôt sur les sociétés applicable aux entreprises du secteur des jeux de hasard. Déjà, je vais vous annoncer une nouvelle qui n'est pas très bonne, mais on va y arriver pour toutes les sociétés à la modification, hein, ça c'est certain, de l'impôt sur les sociétés qui va passer de 25% à 30%. L'État a déjà commencé à nous préparer. On a commencé par les sociétés de télécom. Le BIC, c'est plus 25% de la base imposable, c'est 30% depuis quelques années. Là, avec l'annexe fiscale, les sociétés qui exercent dans le secteur du jeu de hasard, ça passe également à 30%. Il faut dire que ce sont des décisions communautaires. Donc, on a l'obligation de respecter ces décisions-là. Voilà. Et donc, ces 30% vont finalement s'appliquer à toutes les sociétés et il faut s'attendre à cela. Et je vous rassure, c'est l'avant-dernière mesure, pour ma part. Donc, les mesures en faveur de la protection de l'environnement. Il y a une politique du pollueur-payeur qui est mise en place par le Code de l'environnement. Et donc, il faut pouvoir financer cette politique-là. Il y a des accords de protection de l'environnement qui ont été signés par l'État. Et donc, on a décidé, le législateur, ce n'est pas moi, c'est le législateur qui a décidé de créer 2 nouvelles taxes. La taxe environnementale sur les mégots de cigarettes à un tarif de 50 francs par tranche de 20 tiges, c'est ce qui est indiqué dans la loi de finances. Et les redevables sont les fabricants et importateurs de cigarettes, cigares et cigarillos. Donc, plus on consomme, messieurs, les cigares et plus les opérateurs viendront à s'acquitter de cette taxe pour ceux qui sont friands de cigares. Et ensuite, il y a la taxe sur les activités polluantes avec un tarif défini pour chaque composé. Donc, 20 000 francs pour l'oxyde de soufre et les produits dérivés, 30 000 francs pour l'acide chlorhydrique, 30 000 francs pour le protoxyde d'azote, 60 000 francs pour l'oxyde d'azote, 20 000 francs pour les hydrocarbures non méthaniques. C'est des termes très techniques, mais les personnes du milieu, ils savent exactement de quoi il s'agit. Les redevables, bien entendu, ce sont les fabricants de peinture, de cosmétiques, de vernis, pesticides et tout ce qui est produit chimique polluant. Je l'ai dit, c'est pour financer la politique de protection de l'environnement. Et enfin, la dernière mesure que je vais vous présenter cet après-midi concerne la politique de rationalisation, les mesures de rationalisation des exonérations fiscales. Je vous l'avais déjà annoncé, l'État vient supprimer certaines exonérations et ça va continuer. Donc, il y a des exonérations qui ont été supprimées au profit du Centre national de recherche agronomique, dont je n'ai pas parlé ici, parce que c'est très spécifique au CNRA. Mais là, ces mesures-là concernent tout le monde. Donc, la suppression des exonérations suivantes. L'IRVM sur les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations et emprunts émis par le Trésor public, c'est plus exonéré. La TVA sur les achats locaux directs de biens spécifiques aux opérations de recherche et d'exploitation pétrolière en eau profonde des compagnies pétrolières, sous certaines conditions. Et enfin, les cotisations des adhérents des centres de gestion agréés. Et tout ça dans le but d'accroître les recettes fiscales. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie et je vais appeler mon collègue Jean-François ici au pupitre pour présenter les 2 grandes autres parties qui nous concernent dans le cadre de cette annexe fiscale 2025. Bonsoir. Je vais vous présenter 2 autres mesures. Les mesures de rationalisation du dispositif fiscal et les mesures techniques. Comme première mesure de rationalisation du dispositif fiscal, on aura l'aménagement des dispositions relatives à l'obligation de délivrance
de la facture normalisée électronique. Déjà, l'année fiscale 2019 autorisait la mise en place du système de facture normalisée électronique. Le livre de procédure fiscale, en son article 145, précise que tout professionnel fournisseur de biens ou de services électroniques qui exerce des activités par voie électronique pouvait déjà délivrer des factures normalisées électroniques. À cet effet, notre année fiscale 2025, en vue de lutter contre toute forme de fraude en matière de TVA et de faciliter aussi les contrôles en matière de TVA, l'année fiscale 2025 étend la délivrance de factures normalisées par voie électronique à tous les redevables de la TVA. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de tout redevable de TVA, ceux qui sont au réel normal d'imposition, au réel simplifié d'imposition, aujourd'hui, vous pouvez mettre en place les factures normalisées par voie électronique. Donc aujourd'hui, tous les redevables qui relèvent du régime du réel se verront mettre en place maintenant des factures normalisées aussi par voie électronique. C'est-à-dire que vous soyez du réel simplifié d'imposition ou du réel normal d'imposition. C'est vrai que les modalités de mise en place de ces factures normalisées par voie électronique ne sont pas encore, l'administration fiscale n'a pas encore mis ça en place. Donc, vous pouvez appliquer les factures normalisées comme on utilisait tous les jours. Comme deuxième mesure de rationalisation du dispositif fiscal, nous avons l'aménagement des dispositions relatives à l'immatriculation des contribuables et au recouvrement de l'impôt des entreprises étrangères. Bon nombre d'entreprises étrangères viennent en Côte d'Ivoire, elles exercent ici avec des entités, par contre, elles ne sont pas immatriculées. Comment est-ce que l'administration fiscale fait pour entrer en possession de ces fonds? Donc, lors des opérations d'enquête ou de contrôle effectuées par les services des impôts, il apparaît que certaines entités ou représentations d'entreprises étrangères qui répondent à la qualification d'établissement stable, c'est une notion bien fiscale, n'ont pas en général procédé à une déclaration fiscale d'existence. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas fait immatriculer en Côte d'Ivoire et ne disposent donc pas de numéro de compte contribuable. Ce qui empêche réellement nos services fiscaux, notre administration fiscale de rentrer en possession de l'impôt qui devait être prélevé à ces entités-là. D'où l'année fiscale 2025 fait face à cette situation en instituant 7 mesures. Je vais vous lire ces 7 mesures. Comme première mesure, autoriser les services gestionnaires compétents de l'administration à procéder à l'immatriculation fiscale d'office des représentations d'entreprises étrangères qualifiées d'établissements stables à la suite d'une enquête d'assiette ou de contrôle. Comme deuxième mesure, instituer une obligation de représentation à la charge des entreprises étrangères qui exercent leurs activités en Côte d'Ivoire sans disposer de local ni de personnel sur le territoire ivoirien. Mettre à la charge de la personne intervenant en Côte d'Ivoire, en quelque qualité que ce soit, pour le prestataire non résident, le paiement de l'impôt dû et d'instituer une solidarité de paiement entre cette personne et le bénéficiaire de la prestation. Comme quatrième mesure, d'étendre aux structures et entités exerçant des activités à but non lucratif l'obligation de s'immatriculer auprès de l'administration fiscale, à l'instar des entreprises relevant l'impôt sur le bénéfice et la contribution des patentes. De renforcer les sanctions prévues en cas de défaut de déclaration fiscale d'existence. D'instituer une obligation d'immatriculation
À la charge des entreprises étrangères attributaires de marchés publics et bénéficiaires de mesures fiscales de faveur au fichier des contribuables de la Direction générale des impôts. Et comme dernière mesure, d'apporter des précisions à la procédure d'identification des contribuables. Donc, on aura des notes de service qui vont venir sur l'aménagement des dispositions relatives à l'immatriculation des contribuables et au recouvrement de l'impôt des entreprises étrangères. Comme autre mesure de rationalisation du dispositif fiscal, nous avons l'aménagement des dispositions relatives au dépôt du procès verbal des AG, Assemblée générale. Aujourd'hui, l'année fiscale 2025 met l'obligation aux contribuables relevant du régime du réel de renseigner sur l'espace e-impôt le PV de l'Assemblée générale de fin d'exercice. Comment ça se passe? Déjà, depuis les dispositions, quand on prend les dispositions du Code général des impôts, en son article 36, les contribuables relevant du régime du réel normal d'imposition ont l'obligation de joindre aux états financiers les PV de l'Assemblée générale. Aujourd'hui, l'État met en place un système en ligne. Ça se faire sur e-impôt. Aujourd'hui, sur e-impôt, vous allez prendre votre PV. Et votre PV, vous allez renseigner dedans certaines rubriques qui vont vous permettre d'obtenir ce qu'on appelle l'attestation des dépôts de PV de l'Assemblée générale de fin d'exercice ordinaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça sera la nouvelle en matière d'aménagement de dépôt de PV sur le système e-impôt. Et l'État, l'administration fiscale le fait dans le but d'une traçabilité de tous ces PV, parce qu'il y a beaucoup qui déposent, mais les PV ne sont pas bien renseignés. Donc, les rubriques que l'administration fiscale aura besoin dans le cadre de ses contrôles seront nommément mentionnées sur e-impôt. Il faut retenir que le non-respect de cette obligation est suivi d'une amende de 1 million de francs. Comme autre mesure de renforcement comme autre mesure de rationalisation du dispositif fiscal, nous avons le renforcement du caractère déclaratif de la taxe de l'entrepreneur et de l'impôt de la micro-entreprise. C'est deux régimes différents. On constate ici que ceux qui relèvent du régime de la taxe d'entrepreneur, lorsqu'ils viennent au niveau de l'administration fiscale, quand ils viennent s'enregistrer, ils déclarent ce qu'on appelle un chiffre d'affaires prévisionnel. Et en fin d'année, l'administration fiscale peut utiliser ce chiffre d'affaires prévisionnel pour déterminer les impôts qu'ils doivent payer. Quand on prend ceux qui relèvent de la micro-entreprise, l'administration fiscale peut procéder au relèvement du chiffre d'affaires prévisionnel et leur demander de régler ça comme imposition aussi en fin d'année. Alors, l'année fiscale 2025 procède à la correction de cette situation en donnant un critère pleinement déclaratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui relèvent du régime de la taxe de l'entrepreneur et ceux qui relèvent du régime de la micro-entreprise, ils sont libres, au même titre que ceux qui relèvent de d'autres régimes, de déclarer réellement ce qu'ils ont eu. Mais derrière, l'administration fiscale est libre aussi de venir contrôler. Donc, d'où le système déclaratif, le caractère pleinement déclaratif pour les régimes qui relèvent de la taxe d'entrepreneur et de la micro-entreprise. Aménagement des dispositions du livre de procédure fiscale en matière de régulation des impayés, recouvrement des créances. C'est une disposition qui est un peu longue. L'article 161.3 du livre de procédure fiscale prévoit en matière de régulation des effets impayés, c'est-à-dire billets à ordre, traités et autres effets financiers qui relèvent d'impayés faute de provision, sont sanctionnés par une majoration équivalente à la valeur du montant.
Ça veut dire, lorsque vous émettez des chèques, des billets à ordre d'autorité et autres effets, et que vous n'avez pas le montant nécessaire, vous êtes sanctionné par le même montant. Alors, l'année fiscale 2025 relève que cette disposition vise à prévenir et à dissuader les émetteurs des effets financiers sans provision. En même temps aussi, l'année fiscale 2025 apporte des corrections à cette situation en prévoyant une classification des différentes situations et une graduation concernant les sanctions. En ce qui concerne, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des effets de biens à ordre pour lesquels la majoration est égale au montant, mais il y a des effets d'impayés pour absence de signature pour lesquels aussi on appliquait aussi la même majoration du même montant. L'année fiscale 2025 a apporté un correctif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les effets d'impayés pour absence de signature, signature non conforme ou autre erreur matérielle, la majoration est fixée à 5% du montant de l'effet lorsque la régulation intervient au cours du mois de régé. Ça veut dire que lorsque vous intervenez au cours du mois de régé, vous avez seulement à payer que 5%. 7% lorsque l'effet de régularisation a lieu au-delà du mois de régé. S'agissant des effets impayés pour défaut ou insuffisance de provision, la majoration est fixée à 12% du montant de l'effet lorsque la régularisation intervient au cours du mois de régé et à 27% lorsque la régularisation intervient au-delà du mois de régé. Le livre de procédure fiscale, en ses articles 118 et suivants, ont institué le recouvrement des arriérés des impôts. Bon, là, c'est un autre point. Comment ça, tu peux passer. Comme autre mesure d'aménagement, la création d'un fichier central des comptes bancaires pour mise en œuvre des avis à tiers détenteurs, les ATD. Le livre de procédure fiscale, en ses articles 118 et suivants, ont institué le recouvrement des arriérés d'impôts par voie d'avis à tiers détenteurs. Je vais décrire un peu cette procédure. Cette procédure vise à recouvrer une créance due par un contribuable en adressant la demande à une tierce personne, un établissement financier, une banque, appelé tiers détenteur, afin qu'il reverse la somme pour le compte du contribuable à l'administration fiscale. Cette procédure, dans sa mise en place, soulève des difficultés de suivi pour l'administration fiscale et le tiers détenteur. Ainsi, l'année fiscale 2025, pour pallier à ces difficultés, envisage la mise en place d'un fichier central des comptes bancaires et assimilés. Mais le législateur ici, dans cette optique-là, il tient aussi à une confidentialité de toutes les informations que le contribuable va lui donner. Voilà, donc pour ça, vous n'avez pas à avoir peur. Le législateur, mais c'est bien écrit noir sur blanc qu'il va conserver toutes vos données et tout sera confidentiel. Comme dernière mesure de rationalisation du dispositif fiscal, l'institution d'une obligation de renseignement dans les états financiers de la rubrique numéro de compte bancaire. Bon, pour ceux qui font les états financiers des entreprises ici, en pratique, il est constaté que lors de la transmission des 10 états financiers par voie électronique ou support papier, la rubrique relative au numéro de compte bancaire n'est pas renseignée par les contribuables. Je ne sais pas si le contribuable a peur que le législateur ou bien l'administration fiscale en cas de contrôle fasse une ponction directe, mais ce qui ne se fait pas, c'est qui prive l'administration fiscale d'informations pertinentes dans la mise en œuvre des procédures de contrôle et de recouvrement de l'impôt. Donc, afin de remédier à cette situation et de garantir l'intérêt du Trésor public, il est proposé de rendre obligatoire le renseignement
de la rubrique relative au numéro de compte bancaire dans les états financiers. Donc, le défaut de cette information est sanctionné par une amende de 1 million de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard. C'était la dernière mesure de rationalisation du dispositif fiscal. Nous allons maintenant voir les mesures techniques. Nous avons 5 mesures techniques. Et après ces 5 mesures techniques, on pourra passer aux échanges. Comme première mesure, l'aménagement des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, mais ça concerne plus les sociétés de télécom. L'article 361.2 du Code général des impôts prévoyait 2 dates d'exigibilité de la TVA dans le secteur des télécommunications. La date de la facturation pour ce qui concernait les services de télécom prépayés et la date d'encaissement pour les services de télécom post-paid. Donc, dans le but d'aligner les règles d'exigibilité de la TVA sur la spécificité des prestations de télécommunications et de faciliter les opérations de contrôle pour l'administration fiscale, la NES fiscale 2025 vient uniformiser la date d'exigibilité de la TVA sur les ventes ou fournitures de prestations en fixant cette exigibilité à la facturation. Ça veut dire que ce soit des services de télécom prépayés ou post-paid, maintenant tous les services là-bas sont à la facturation. Quid de l'impact de cette disposition sur la trésorerie de nos entités construites qui sont dans le domaine de télécom? Comme autre mesure technique, aménagement des dispositions du Code général des impôts relatives aux entreprises pétrolières. Vous savez que bientôt la Côte d'Ivoire sera pays pétrolier, à l'instar du Sénégal, avec tout ce qu'on découvre. Donc aujourd'hui, la fiscalité, le législateur est un peu plus regardant sur ces domaines-là. Donc au terme des dispositions de l'article 1062, alinéa 3 du Code général des impôts, les sociétés pétrolières titulaires d'un contrat de partage, parce qu'en matière pétrolière, il y a 2 types. Il y a le contrat de partage de production et il y a les entreprises qui interviennent, qui viennent prêter main forte à ces entités qui bénéficient du CPP. Donc, les entreprises bénéficiaires de ces prestations fournies en Côte d'Ivoire sont tenues de produire une copie du contrat de partage de production des services qui les lie à d'autres prestataires pétroliers, à fournir un état trimestriel des montants qui leur sont facturés par ces entreprises et d'établir les déclarations fiscales et d'effectuer les paiements des dispositions dues aux entreprises soumises au régime fiscal simplifié au nom et pour le compte de celles-ci. Donc, la production des 10 éléments s'avère insuffisante pour permettre à l'administration fiscale de vraiment creuser pour voir quelle est la manne que l'État doit récupérer là-dedans. Quant aux prestataires pétroliers, vous savez, pour ceux qui bénéficient du CPP, c'est tout un pan d'exonération. Pour ceux qui travaillent avec eux directement, ils jouissent aussi de ces exonérations. Mais les fournisseurs de ces fournisseurs-là, ils ne sont pas pris en compte, ils sont lésés. Donc aujourd'hui, l'annexe fiscale 2025 prend en compte, c'est-à-dire cette 3e catégorie de prestataires de services dans le secteur pétrolier. Dans la pratique, ces prestataires de services pétroliers signent des contrats de sous-traitance avec d'autres prestataires, alors que le bénéfice de ce régime n'est prévu que pour le CPP n'est prévu que pour le premier assigné. Donc, les prestataires de second rang, bien que fournissant également les mêmes services que les prestataires exclusifs de sociétés pétrolières, ne bénéficient pas de ce régime simplifié-là. D'où les sous-traitants de second rang et ces prestataires ayant signé des contrats avec plusieurs sociétés pétrolières sont soumis aux procédures administratives et fiscales de droit commun. L'annexe fiscale 2025 vient remédier à ce déséquilibre en proposant de renforcer
d'abord les obligations déclaratives pour ceux qui sont au niveau du CPP, en instituant à leur charge l'obligation de fournir un état trimestriel mentionnant distinctement par bloc pétrolier la nature des prestations reçues des entreprises prestataires de services pétroliers, ainsi que la nature des activités, que ce soit en phase d'exploration ou d'exploitation, auxquelles se rattache chacune des prestations reçues. Mais pour nos prestataires de seconde zone, d'étendre le régime fiscal simplifié, d'une part, aux sous-traitants ayant signé un contrat exclusif de prestation de services avec un prestataire exclusif d'une société pétrolière, et d'autre part, aux prestataires de services pétroliers ou sous-traitants de prestataires de services pétroliers ayant signé des contrats exclusifs avec plusieurs sociétés pétrolières. D'où aujourd'hui, en faveur de l'année fiscale 2025, en faveur de cette mesure technique, ce déséquilibre pour lesquels les sociétés de second rang qui avaient des contrats avec les sociétés qui étaient prestataires directement des entités qui jouissaient d'un CPP peuvent aussi jouir de ce qu'on appelle le régime simplifié. Aménagement des dispositifs du Code général des impôts relatifs à l'immatriculation des signataires d'actes soumis à la formalité d'enregistrement. Là aussi, en la matière, il y a un principe. Le principe est que les numéros de compte contribuables des signataires doivent figurer sur les actes soumis à l'enregistrement. Dans la pratique, il est constaté que les actes soumis à la formalité d'enregistrement ne comportent pas de numéro de compte contribuable susceptible de permettre la prise en charge des paiements des droits dans le système informatique et comptable de la Direction générale des impôts. Donc, afin de régulariser cette situation, l'année fiscale 2025 institue l'obligation d'immatriculation à la charge de l'initiateur de la procédure d'enregistrement lorsque les signataires des actes ne disposent pas d'un numéro de compte contribuable. C'est l'avant-dernière mesure. Aménagement des dispositions du Code général des impôts relatives aux droits de thème proportionnel. Bon, ça, c'est une mesure un peu qui concerne vraiment presque toutes les sociétés présentes dans cette salle ce soir. C'est une mesure qui agit un peu sur les comptes courants. Voilà, où aujourd'hui, sur les comptes courants, il y a un droit proportionnel de 1% qui sera pris en compte, mais je vous présente la mesure. L'article 846 et 852 du Code général des impôts soumet au droit proportionnel de 1% les billets et obligations non négociables, les reconnaissances de dettes commerciales, les mandats à terme ou de place à place, les sommes mises à la disposition de la société par l'associé ou par une autre société, et les conventions de compte courant associées pour lesquelles sont soit l'associé a le statut de commerçant, soit la société est une société commerciale. Donc, l'année fiscale 2025 vient préciser que les sommes mises à la disposition de la société par l'associé ou par une autre société et les conventions de compte courant associées pour lesquelles l'associé a le statut de commerçant, soit la société est une société commerciale, doivent figurer sur la liste des actes d'opération visés par l'article 852 nouveau du Code général des impôts qui sera présenté. Donc, cette disposition dit qu'il y a une soumission au droit de thème proportionnel de 1%. Cette mesure met fin aux hésitations à l'application du taux proportionnel de 1% aux transactions citées en amont. Donc, aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. Comme dernière mesure d'extension de la taxe spéciale sur certains produits en matière plastique, emballage en métal, verre et carton. Donc déjà, l'année fiscale 2022 a étendu la taxe spéciale sur certains produits en matière plastique à tous les emballages en plastique mis sur le marché par les importateurs
et les fabricants locaux. Toutefois, le dispositif ne visait pas expressément les autres formes d'emballage en métal, verre et carton, alors même que ces 10 produits constituent auprès de leurs utilisateurs des déchets qui contribuent à la dégradation de l'environnement, au même titre que les emballages en plastique. Donc, le traitement de ces déchets qui requiert beaucoup d'argent par notre État, l'année fiscale 2025 étend cette taxe spéciale sur les produits en matière plastique à tous les emballages métal, verre et carton. Voici ici un peu les différentes mesures qu'on vous a présentées au titre de l'année fiscale 2025. Je vous remercie. Merci Jean-François pour cette présentation claire et détaillée. Nous tenons à remercier vivement toutes ces personnes qui nous suivent en ligne. Il y en a de plus en plus. Nous sommes à environ 300 participants en ligne. Nous allons passer désormais à la session de questions-réponses. C'est l'occasion de clarifier les points abordés et d'échanger sur vos préoccupations spécifiques. Je vous invite à poser vos questions en levant la main et ou via le chat si vous êtes en ligne. Mes collègues Fatmé et Oriane sont à votre disposition pour passer le micro. Pour les participants en ligne, c'est le moment de poser vos questions. Nous sommes disponibles pour vos questions. Les deux. Bonjour Audrey. Bonjour Hichem. Hicham Gelmi, Afrique Invest. Deux petites questions peut-être. La première par rapport à la TVA sur le transport de gaz butane. Est-ce que le corollaire veut dire que la TVA sur les investissements réalisés au titre de cette activité sont également exonérés? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est par rapport à l'impôt sur la plus-value de cession. On a parlé du principe de solidarité entre le cédant et le cessionnaire. J'imagine qu'on n'a pas touché à l'exonération ou le traitement spécial lié à la nationalité du cédant. Je crois savoir que historiquement, les plus-values de cession réalisées par les investisseurs étrangers sont exonérées. Donc, on a parlé du principe de solidarité. Est-ce qu'on a touché également au traitement de la plus-value de cession pour les investisseurs de nationalité non ivoirienne? Merci. Nous allons prendre une série de 5 questions et par la suite, on pourra apporter les réponses. Merci, Hichem. Bonjour, je m'appelle Sandeep, gérant des sociétés PGS Consulting. Dernière mesure technique, 50 francs sur les produits plastiques, métal, verre, etc. Ça s'applique sur les fabrications ou ventes, c'est-à-dire une société qui fabrique ces genres de produits pour les consommations. Est-ce que ça s'applique sur ça ou bien uniquement pour les ventes? Deuxième question, immatriculation des sociétés étrangères. Supposons, comment ça se met en pratique? Supposons que moi, je prends un service avec une société étrangère, mais qui n'est pas immatriculée ici. Est-ce que je lui dis d'immatriculer ou bien s'il ne fait pas ça, est-ce que ça vient à ma charge? Merci. Bonjour. Félicitations pour votre brillante prestation. Je suis Madame Fofana. Ma préoccupation est
porte sur, comment dirais-je, les PV, la production de PV. Est-ce que les entreprises relevant des régimes micro-entreprises et la TE sont-elles concernées? Et la deuxième, comment ça va s'organiser? Le paiement se fera en ligne ou dans les centres d'impôts rattachés? Merci. Une dernière question. D'accord. Bonsoir à tous. Alors, moi, ma question, ça se passe sur l'obligation d'immatriculation toujours pour les entreprises étrangères. Je pense qu'on n'a pas précisé la périodicité. C'est-à-dire, moi, ma préoccupation, est-ce que si je réalise une opération one shot avec un prestataire étranger pour, je ne sais pas, une importation d'un équipement ou d'un matériel, c'est-à-dire, ce n'est pas une transaction récurrente dans mon activité, est-ce que pour juste cette opération unique et temporaire, là, enfin ponctuelle, j'aurais besoin de dire à mon prestataire étranger, il y a obligation de s'immatriculer? Alors, nous allons apporter les réponses à la première série de questions qui a été posée. Je vais commencer par la dernière, donc qui est relative à la périodicité de déclaration des prestataires étrangers. Merci, madame, pour votre question. Donc, je récapitule la question. Vous souhaiterez savoir ici si vous avez fait une opération one shot avec une société étrangère. Est-ce que vous êtes obligé de la déclarer? Oui, vous êtes obligé de la déclarer. Vous êtes obligé de la déclarer parce que l'État doit recouvrer son imposition là-dessus. Si vous ne le faites pas, ça sera à votre charge. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes tenu comme... il y a une certaine solidarité entre vous et votre prestataire. Vous pouvez bien éclairer votre... Oui, merci pour la réponse. En fait, je comprends l'obligation de déclaration, mais c'est l'obligation de fournir un compte contribuable. Un numéro de compte contribuable. Voilà, pour le compte de la société étrangère. Super, c'est très facile. OK. C'est une formalité pour laquelle on peut vous accompagner, c'est rien de compliqué. Donc, même pour les opérations one shot, je dois faire ça. Bien sûr, vous devez le faire. Pour préciser peut-être, le compte contribuable en Côte d'Ivoire, c'est pour les sociétés qui sont basées en Côte d'Ivoire. Donc, votre prestataire étranger, en fonction de l'activité que vous avez, il y a déjà une retenue qui est appliquée en principe en fonction de son pays. Tu as le BNC qui est appliqué et puis tu vas faire une retenue de TVA également. Donc, la question, si c'est obligatoire d'avoir un compte contribuable et de déclarer, c'est pas à partir du moment, le principe des retenues à la source, c'est que c'est libératoire de tous autres impôts. Donc, l'État est déjà, comment on va dire ça, intéressé positivement si on paye les retenues et que la TVA est payée. Donc, ça ne devrait pas poser de problème justement à ce niveau-là en principe. C'est bon pour vous? C'est bon. Madame Fofana nous a interrogé sur la production des procès-verbaux, précisément en ce qui concerne les entreprises relevant de la taxe de l'entreprise ou de la micro-entreprise. Alors, Madame Fofana aimerait savoir si ces entreprises-là sont concernées et quelles sont les modalités pratiques de production des PV par ces entreprises-là. Merci, Audrey. Je vais prendre le point. Alors, les procès-verbaux, c'est une obligation juridique, ce n'est pas fiscal. Donc, juridiquement, il y a un certain type d'entreprise. Quand vous avez des réunions d'assemblée générale, c'est là que vous faites les procès-verbaux. S'il n'y a pas d'assemblée générale, il n'y a pas de procès-verbal. Donc, on ne va pas vous demander de le faire coûte que coûte parce que fiscalement, il y a cette obligation-là.
Donc, il faut déjà voir si vous avez une assemblée générale pour faire le PV. En ce qui concerne, je vous laisse répondre à la question, je n'ai pas le détail de votre structure. Donc, en ce qui concerne, par contre, comment ça va se faire en pratique, on attend des explications de l'administration. On pense, comme mon collègue l'a dit, que ça sera sur la base d'un formulaire qui sera renseigné avec les informations à avoir. On attend d'avoir les précisions par note de service de l'administration fiscale. On sait aussi, et j'en parlais tout à l'heure avec mon associé, que ça doit obligatoirement être déposé dans les 6 mois, aux mêmes conditions et selon les mêmes règles que les états financiers. Si ces documents-là ne sont pas prêts en temps et en heure, ce qu'on fait pour les procès-verbaux, c'est qu'on demande une prorogation du juge et cette prorogation devrait également être renseignée sur e-impôt. Dans tous les cas, on attend plus de précisions de l'administration et on ne va pas hésiter à vous tenir informés. Il faut vous assurer que vous avez indiqué vos adresses mail parce qu'on a une mailing list et on fait passer très fréquemment les changements qui impactent l'environnement fiscal et juridique. Donc, pour ne rien perdre en fait de tout ce qui est évolution, il faut vous inscrire sur la mailing list et on vous dira quand il y aura plus de précisions sur ce sujet-là. Nous avons une autre préoccupation qui concerne toujours l'immatriculation des sociétés étrangères. Alors, il est demandé de savoir qui est responsable de cette immatriculation. L'année fiscale 2025 fait face à cette situation en instituant cette mesure. J'avais listé les mesures, mais peut-être que je suis allé un peu plus vite. Mettre à la charge de la personne intervenant en Côte d'Ivoire en quelque qualité que ce soit pour le prestataire non résident, le paiement de l'impôt dû et d'instituer une solidarité de paiement et le bénéficiaire de la prestation. OK. Alors, les premières questions sont relatives à la plus-value de cession. Hichem m'a posé une question sur la plus-value de cession. Alors, il aimerait savoir si cette plus-value de cession-là est évoquée par l'année fiscale 2025, surtout en ce qui concerne les actions achetées par les sociétés étrangères. Oui, bon. On va peut-être retourner sur la slide si la régie nous le permet, parce que c'est clairement indiqué dans les explications que j'ai données. Donc, peut-être qu'on va retourner là-dessus. Oui, c'est applicable avec l'annexe fiscale 2025. Alors, il y a désormais une retenue à la source sur les plus-values de cession d'actions et de parts sociales. On ne regarde pas où la personne est située. On vous dit que s'il y a une plus-value qui est réalisée ici en Côte d'Ivoire, il y a une retenue à la source. Que vous vous situez au Burkina, que vous vous situez peu importe où, et le cessionnaire et le cédant sont solidairement responsables. Par contre, je ne sais pas si c'est la bonne question que le monsieur il a posée. Peut-être qu'il va reprendre et éclairer son propos rapidement. Fiscale ivoirienne n'a pas remis en cause le principe d'exonération de la plus-value de cession réalisée par les investisseurs étrangers non domiciliés en Côte d'Ivoire. Écoutez, je pense que cette mesure-là vient modifier en conséquence le dispositif. Hein. C'est assez clair en fait. C'est assez clair, comme je le disais, quel que soit l'endroit où vous êtes situé, à partir du moment où la plus-value est réalisée ici en Côte d'Ivoire, vous payez cet impôt au taux de 15%. Merci. Je voudrais me permettre de répondre en tant que représentant de l'administration fiscale. Déjà, merci pour l'occasion que vous nous donnez de clarifier notre compréhension du texte. Et c'est également pour moi l'occasion de rappeler que dans l'adoption de l'annexe fiscale à la loi de finances, il y a plusieurs acteurs. Donc, il y a l'administration fiscale, il y a le gouvernement
qui définit la politique fiscale. Et puis ensuite, il y a on va dire le Parlement qui adopte la loi. Donc, avec à chaque étape des niveaux et des compétences d'intervention. Pour revenir à la question particulière sur la plus-value de cession, il faut rappeler que c'est un dispositif qui existe déjà, hein. Donc, le dispositif disait qu'il y a un droit de 1% qui est prélevé en cas de plus-value réalisée sur des cessions, mais avec un critère de nationalité. Un critère de nationalité. Ça ne concernait que les Ivoiriens, ce taux-là, des personnes de nationalité ivoirienne. Il me semble que la question, c'est de savoir est-ce que l'année fiscale 2025, en intervenant, a changé ces différents critères-là pour appliquer ce taux. Mais non, l'année fiscale n'a fait que créer une solidarité. Parce que dans le dispositif existant avant l'année fiscale, c'était que le paiement de ce droit-là n'était qu'à la charge du cédant, il me semble. Exactement. Donc, pardon? C'est ça. Du cédant. Donc, l'année fiscale 2025 est intervenue pour mettre à la charge du cessionnaire l'obligation également de payer cette plus-value. Donc, il y a une solidarité de paiement de cette plus-value. Toutes les autres conditions, par ailleurs, n'ont pas été modifiées. Donc, le dispositif s'applique. C'est seulement l'obligation à la personne, le redevable légal, qui change donc, avec cette solidarité. Merci. Hichem, s'il te plaît, tu peux repréciser ta première question? Sur le transport de butane, c'est ça, non? C'est ça, en fait, j'avais retenu que l'annexe fiscale prévoyait le principe d'exonération de TVA sur l'activité de transport de gaz butane. Donc, le corollaire, est-ce que cela voudra dire que les investissements réalisés dans le cadre de cette activité-là, notamment le matériel de transport et l'équipement et les cylindres, les cigares, les sphères de gaz, seront désormais exonérés de la TVA sur les investissements. Sinon, on va se retrouver avec un crédit de TVA pour une activité qui est complètement exonérée. OK. Je vais vous dire ce que le texte dit. Après, effectivement, on va laisser la parole. Et c'est ce qu'on avait dit tantôt, c'est le transport de gaz qui est exonéré. C'est ce que le texte dit. Je ne sais pas si monsieur a des clarifications peut-être à apporter. Oui, c'est ça. Le transport. Donc, c'est que l'activité du transport de gaz butane, du gaz domestique, qui a été exonérée par l'année fiscale 2025. Donc, tous les investissements réalisés par, on va dire, par le transporteur sont assujettis au régime de droit commun. Mais en fait, la disposition se justifie par le fait que pendant longtemps, quand même, les transporteurs nous ont indiqué que la TVA sur le transport n'était pas prise en compte dans le prix de certains, dans la structure du prix de certains produits pétroliers qui ont des prix homologués. Donc, le problème a été posé pour la TVA sur le transport. Mais naturellement, l'idée n'est pas d'exonérer toute la chaîne, y compris les investissements, les factures CIE et autres, tout ça. Non, ce n'est pas ça l'esprit de la mesure. C'est que le transport qui est exonéré de TVA. D'autres questions? Des questions en ligne? Je n'ai pas encore de questions. On va prendre les questions en ligne. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oriane. J'avais posé une question par rapport à 50 francs pour les produits plastiques. Est-ce que c'est applicable pour les fabrications ou ventes? C'est les ventes. C'est sur les ventes.
sur le vente. Pas sur la fabrication. Ok. Merci. Je pensais avoir répondu, désolé. Naturellement, celui qui fabrique et puis qui vend ensuite, la taxe va s'appliquer. Donc, c'est les fabricants locaux, puisqu'ils fabriquent pour vendre. Exactement. Voilà. Donc, sortie usine, ils vont appliquer la taxe. Et même les importateurs aussi. Et les importateurs. Exactement. Donc, ceux qui importent également, au moment du franchissement du cordon douanier, vont appliquer la taxe. Pardon? Oui, les sociétés qui fabriquent pour leur propre consommation, il n'y a pas de sortie usine. Donc, il n'y a pas de vente. C'est ça. Donc, à cause de ça, j'ai posé la question. La taxe ne s'appliquera pas sur ce type de consommation-là. Okay. Mais une fois que vous êtes fabricant local, vous avez fabriqué pour vendre, donc au moment où le produit sort de l'usine, la taxe s'applique. Si vous importez, plutôt que d'avoir recours à un fabricant local, au moment du franchissement du cordon douanier, la taxe va s'appliquer. Ok, merci. Je vais lire les questions. On a une question de M. Kofi Aimé. Le rapport du GAFI a clairement pointé du doigt le financement du terrorisme, notamment un organisme bien connu du Moyen-Orient, en expliquant le mécanisme. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a été mis en œuvre concrètement par l'État ivoirien relativement à ce point? Monsieur Hatsé, Oriane, micro. Merci. Bon, ce que je peux dire, c'est que le financement du terrorisme rentre dans ce qu'on appelle la stratégie nationale de la Côte d'Ivoire en matière de terrorisme. Et donc là, ce sont des données, je dirais, confidentielles, parce que ça touche à la sécurité nationale. Voilà, donc je veux dire, c'est des questions qu'on ne peut pas aborder ouvertement comme ça. Merci. On va peut-être prendre une deuxième question. La deuxième question est posée par M. Boris. Il dit, en termes plus simples, serait-il correct de considérer la Côte d'Ivoire comme une plaque tournante de certains capitaux illicites suite à son entrée dans la liste grise du GAFI? Excusez-moi. Bon, mais non. La Côte d'Ivoire n'est pas une plaque tournante. Je veux dire, comme je l'ai expliqué tantôt, l'évaluation mutuelle des pays se déroule sur 2 points. Il y a ce qu'on appelle la conformité technique aux 40 recommandations du GAFI, et puis il y a ce qu'on appelle l'efficacité, c'est-à-dire que vous devez mettre en place tout un cadre juridique et institutionnel, tout un ensemble de mécanismes et de procédures. Ensuite, on essaie de voir comment vous appliquez. Est-ce que l'application que vous faites, est-ce que ça produit les résultats escomptés et à quel niveau ces résultats-là sont atteints? Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante, mais dans le plan d'action, il est recommandé à la Côte d'Ivoire de démontrer qu'il y a que des cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont poursuivis. Voilà, on veut qu'on augmente le nombre d'enquêtes et de poursuites en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, parce que c'est ça qui peut démontrer notre niveau d'efficacité dans la lutte. Voilà, donc c'est juste ça, sinon on n'est pas une plaque tournante. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a pris les mesures très tôt, et si les institutions financières étaient là, elles vous le diraient. Voilà, la Côte d'Ivoire a pris toutes les mesures, les assujettis ont tous été recensés, leurs organismes de contrôle et de supervision sont en œuvre, et donc les obligations de déclaration d'opérations suspectes sont faites. Il y a beaucoup de déclarations d'opérations suspectes qui sont faites à la CENTIF, qui sont analysées. Il y a des rapports qui sont transmis au pôle pénal et il y a des enquêtes et des poursuites qui sont diligentées. Voilà, donc on essaie de protéger notre système financier de tous ces capitaux qui viennent. Voilà, vous voyez, donc il faut que chacun joue sa partition.
voilà, l'État dit, vous les assujettis, par exemple les banques, vous devez déclarer les opérations suspectes. Vous voyez. Alors, donc, chacun doit être engagé afin de déclarer tout ça. Par exemple, un vendeur de véhicules d'occasion qui vient et puis quelqu'un à 90 millions ou 100 millions, 200 millions, il veut payer une voiture d'occasion, il doit déclarer tout ça. Voilà, donc, il faut que chacun joue sa partition. Très clair, très clair. Désolée, Audrey. On va pas fatiguer notre expert. Hein. C'est nous qui présentons aujourd'hui. Donc, on pourra organiser par la suite, on va ménager notre expert. Et puis, si vous le souhaitez, on pourra organiser un événement dédié sur ce sujet-là. D'accord? Et s'il y a une autre question, on va peut-être la prendre, mais on va rester focalisé sur l'annexe fiscale. Nous avons une troisième question d'un participant en ligne, Blaise Kwame. En ce qui concerne le reclassement du régime fiscal applicable aux entreprises, existe-t-il un délai pour le reclassement vers le régime supérieur en cas d'augmentation du chiffre d'affaires?